Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 1 des ondes mécaniques. D'abord, je vous conseille de bien réviser le cours avant de faire les exercices. Pour l'énoncé des exercices, voir le lien sous la vidéo. On commence donc, c'est parti, exercice numéro 1. Voilà. Une lame vibrante au mouvement sinusoïdal de fréquence N fixée à l'extrémité S d'une corde élastique SA très longue étendue horizontalement génère, c'est-à-dire la lame vibrante, génère le long de celle-ci, le long de la courbe, le long de la corde, une onde progressive périodique non amortie de célérité V. La célérité, c'est-à-dire la vitesse de propagation. Un dispositif approprié, convenable, c'est-à-dire convenable, placé en A, empêche toute réflexion des ondes. Le mouvement de S, c'est la source. Le mouvement de S débute à l'instant 0. Je vous conseille aussi de bien lire l'énoncé de l'exercice avant de commencer la résolution. Les courbes 1 et 2 de la figure ci-dessous représentent l'élongation d'un point M de la corde situé à la distance T de S. Un point M distant de S d'une distance T. Donc les deux courbes, l'une représente la variation de l'élongation d'un point en fonction du temps, l'autre représente l'aspect, c'est-à-dire la forme de la corde à un instant T. La question, identifier en justifiant la courbe représentant l'aspect de la corde à l'instant T1. D'abord, pour répondre à cette question, il faut voir les courbes. La courbe 2 montre une fonction sinusoïdale en fonction du temps. Donc le temps varie. Par contre, la courbe 2 montre que c'est la distance x qui varie. La distance x est variable, donc le temps est constant. La première courbe montre une périodicité temporelle parce que le temps varie. La courbe 2 montre une périodicité spatiale parce que c'est la distance qui varie. Donc, pour identifier la courbe qui représente l'aspect de la corde à un instant t, vous voyez que la courbe 1 ne peut pas être celle qui représente l'aspect de la corde. Pourquoi? Parce que la courbe 1 montre que le temps est variable, le temps change. Par contre, l'autre courbe, c'est la distance qui varie. Donc, on peut conclure que c'est la courbe 2 qui représente l'aspect de la corde. Pourquoi? Parce que le temps ici est fixe. Par contre, le temps dans la courbe 1 est variable. Donc voilà la réponse. La courbe 2 montre que la distance x varie alors que le temps est fixe. Il s'agit donc de l'aspect de la corde. Donc c'est la courbe numéro 2 qui représente la forme de la corde à l'instant T1. La deuxième question. Donnez le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes. Attention, il ne faut pas répondre par vrai ou faux. Il faut donner exactement le nombre juste des affirmations. Donc, sans répondre par vrai ou faux. Donc, on va commencer. Voilà l'affirmation A. Le phénomène de diffraction ne se produit jamais
pour une onde mécanique. Cette affirmation est fausse parce que la diffraction est une propriété de toutes les ondes. Toutes les ondes, n'importe quelle onde peut se diffracter. Donc, la diffraction est une propriété des ondes. Donc, cette affirmation est fausse. B. Les ondes progressives périodiques sinusoïdales se caractérisent par une périodicité temporelle et une périodicité spatiale, c'est-à-dire les ondes progressives périodiques présentent une période temporelle, et une longueur d'onde lambda appelée périodicité spatiale. Donc, cette affirmation est juste. Voilà la première affirmation juste. Donc, B. C'est l'onde qui se propage le long de la corde est une onde longitudinale. C'est faux, parce que si on regarde la courbe 2 qui donne l'aspect de la corde, vous voyez que la perturbation, n'importe quel point de la corde, se déplace verticalement alors que la propagation est horizontale. Donc, la direction de la perturbation et la direction de propagation sont perpendiculaires, donc l'onde est transversale et non pas longitudinale, comme le dit l'affirmation C. Donc celle-là est fausse. D. La vitesse de propagation d'une onde mécanique ne dépend pas de l'amplitude de l'onde. Bien sûr, nous avons vu dans le cours que en général, la vitesse de propagation d'une onde dépend seulement du milieu de propagation. Il ne dépend pas des paramètres liés à l'onde. Il ne dépend que du milieu de propagation. Donc la vitesse de propagation d'une onde ne va pas dépendre de l'amplitude de l'onde, parce que l'amplitude c'est une caractéristique de l'onde et non pas du milieu de propagation. Donc cette affirmation, la vitesse de propagation d'une onde mécanique ne dépend pas de l'amplitude. Donc c'est juste. Donc nous avons maintenant le nombre d'affirmations juste, c'est 2. Donc vous allez dire le nombre d'affirmations juste est 2. Voilà, c'est comme ça. Vous devez répondre comme ceci. Il y a 2 affirmations justes. Il ne faut pas répondre par vrai ou fausse. Directement donner le nombre d'affirmations. Il y a 2 affirmations justes. Donc c'est ça la réponse. Voilà la question suivante. On passe à la question suivante. Voilà, 3. Par exploitation du courbe précédente, déterminer la longueur d'onde lambda, la période t et la célérité v de l'onde. Donc, bien sûr, pour déterminer la longueur d'onde lambda, c'est la périodicité spatiale. Donc, il faut utiliser la courbe qui présente la forme ou bien l'aspect de la corde. Donc, on va utiliser la courbe 2. Nous avons vu que, ou bien on sait que la longueur d'onde, c'est la plus petite distance entre 2 points consécutifs en phase. Donc, pour déterminer lambda, il faut choisir 2 points consécutifs en phase. Voilà, par exemple, si je prends ce point-là, vous avez voilà, ce point-là d'élongation nulle et qui va se déplacer vers le haut. Donc, le point qui est en phase, c'est celle-là, d'abscisse 40 ici. Donc, ce point-là, donc cette distance, c'est lambda. Donc, lambda égale 40, 10 à la puissance moins 2 mètres ou bien 40 cm. Je peux prendre, par exemple, 2 maxima successifs. Voilà, ce point-là. Ici, vous avez 10. Ici, vous avez 50. Donc 50 moins 10, ça vous donne 40. Donc c'est ça, la longueur d'onde d'après la courbe 2 égale 40, 10 à la puissance moins 2. Par contre, pour déterminer la période t, il faut utiliser la courbe dans laquelle le temps est variable. Ici, la distance est variable. Donc il faut voir la courbe dont le temps varie, c'est-à-dire la courbe numéro 1. Donc nous avons vu que la période t est la plus petite distance
entre deux positions représentant le même état vibratoire du point M. Voilà, par exemple, je vais prendre ici, voilà, ce point-là d'abscisse 8 et ce point-là d'abscisse 16. Donc, voilà, ici, vous avez la durée, c'est 16. 16 moins 8. 16 moins 8, ça donne 8, 10 à la puissance moins 2. Donc, c'est ça, la période. Je peux prendre deux minimums successifs ou bien deux maximums successifs. Donc, ici, vous avez 0, 8 et 16. Ils n'ont pas 12 parce que 8, voilà, le point va descendre vers le bas. Par contre, 12, le point va vers le haut. Donc, il faut voir le point qui suit ce point-là et qui, voilà, 16, le point va descendre vers le bas. Donc, ce point-là et ce point-là, le point d'abscisse 8 et le point d'abscisse 16 représentent deux positions successives et qui représentent le même état vibratoire du point M. Ici, l'élongation égale 0. Ici, l'élongation égale 0. Le point ici va descendre, le point ici il va descendre. Donc, c'est ça, la longueur d'onde. Pardon, la période 16 moins 8. Je peux prendre deux minimums successifs ou bien deux maximums successifs. Pour déterminer la célérité, on va utiliser la relation, bien sûr, la relation V égale lambda, bien sûr, V égale lambda sur T. Voilà, le T est déterminé, le lambda est déterminé, donc on peut calculer la vitesse de cette façon. Donc lambda ici, voilà, 40, voilà, 40, 10 moins 2 mètres, c'est 40 cm. La période, 16 moins 8, c'est-à-dire 80 millisecondes. Donc, voilà la réponse. D'après la courbe 2, on a lambda égale 40, 10 moins 2 mètres, ou bien 40 cm. D'après la courbe 1, on a t égale à 8, 10 moins 2 secondes, ou bien 80 millisecondes. Donc la célérité, pour calculer la vitesse, on sait que V égale à lambda sur T. Donc on fait l'application numérique, V égale à 5 mètres par seconde. La question suivante. Voilà la question suivante. Voilà, toujours en exploitant les courbes. Donc, voilà, déterminer le retard temporel du point M par rapport à la source M, voilà, de l'onde et déduire la distance D. Bien sûr, la distance D, d'après les données, la distance D, c'est quoi? C'est la distance entre M et S. Vous voyez ici, le courbe figure l'élongation d'un point M de la corde située à la distance D de S. La distance D, c'est la distance qui sépare le point M et le point S. Pardon. Donc, on veut déterminer le retard taux entre M et S. Bien sûr, si vous voyez, d'après les données, le mouvement de S débute à l'instant 0. Le mouvement de S débute à l'instant 0. La courbe 2 représente les variations de l'élongation du point M en fonction du temps. Vous voyez d'après cette courbe que le mouvement de M ne commence qu'après un retard de 8, 10 à la puissance moins 2. L'onde, ou bien le mouvement de S débute à l'instant 0. Donc, par contre, le mouvement du point M, d'après la courbe 1, ne débute qu'à l'instant
t égale 8, 10 à la puissance moins 2. Donc, c'est ça le retard. Le retard, c'est entre 0 et le point où, pardon, c'est entre l'instant 0 et l'instant où le point M commence son mouvement. Bien sûr, à l'instant 8, 10 moins 2, le point M va descendre vers le bas. Comme ça, il va continuer son mouvement vibratoire en fonction du temps. Donc, c'est ça le retard de phase. Cet intervalle de temps, ceci, c'est le retard de phase, tau. Donc, vous voyez que tau égale de 0 à 8. Donc, 8, 10 à la puissance moins 2. C'est ça, tau. Voilà la réponse. Le mouvement de S débute à l'instant t égale 0, d'après l'énoncé. Alors que la courbe 1 montre que le mouvement du point M débute à l'instant t égale 8, 10 à la puissance moins 2. Donc, le retard temporel du point M par rapport à la source S est tau égale 8, 10 moins 2 secondes ou bien 80 millisecondes. Pour déterminer la distance D entre S et M, on utilise la relation V égale D sur tau. Tau, bien sûr, c'est le retard entre S et M. D, c'est la distance entre S et M. Donc, V égale D sur tau. Donc, D sera V fois tau. Application numérique, voilà. Vous trouvez que D égale à 40 cm. Maintenant, la question suivante. Pardon, la question suivante. On donne la relation qui lie la célérité V de l'onde, la tension F de la corde et sa masse linéique mu. La masse linéique, ou bien on l'appelle aussi la masse linéaire. Mu, c'est un quotient d'une masse sur longueur. Bien sûr, mu égale une masse divisée par une longueur. Voilà donc l'expression de la vitesse ou bien de la célérité en fonction de la tension de la corde et de la masse linéaire ou bien la masse linéaire de la corde. V égale à racine de F sur mu. La première question, 4.1. En utilisant les équations aux dimensions, vérifier l'homogénéité de la relation précédente. C'est-à-dire cette relation, on donne la dimension de la force. La force, c'est une masse fois une longueur divisé par un temps au carré. Donc, c'est ça la dimension de la force, il est donné. Donc, on va utiliser ceci pour déterminer l'homogénéité. Nous avons vu dans le cours que, bien sûr, pour qu'une relation soit homogène, il faut que ces deux membres aient la même dimension. Donc, la dimension du premier membre doit être égale à la dimension du deuxième membre. Si ceci est vérifié, on dit que la relation est homogène. Donc, voilà la réponse. Bien sûr, on va effectuer une analyse dimensionnelle pour vérifier l'homogénéité de cette relation. Voilà. Donc, bien sûr, d'après les données, le premier membre de cette relation est une vitesse. Donc, sa dimension est ainsi que la dimension de la vitesse. La vitesse, c'est une distance sur une durée. Donc, il a pour dimension, la dimension de V égale L, longueur, fois T-1. T, c'est-à-dire une durée. La dimension du temps est T majuscule. La dimension de la longueur, on la représente par L. Donc, voilà, le premier membre a une dimension L T-1. Maintenant, on va analyser la dimension du second membre. Le second membre, c'est racine carrée de F sur mu. Donc, la dimension, ce crochet-là s'appelle la dimension de racine de F sur mu égale la racine
de la dimension de f sur mu. Donc égal à racine carrée de la dimension de f divisé par la dimension de mu. Bien sûr, la dimension de la force, il est donné mLt-2. Bien sûr, là, il faut déterminer la dimension de mu. Mu égale m sur L. C'est une masse divisée par une longueur. Donc, la dimension de mu est la dimension de m sur la dimension de L. Donc, c'est m sur L. On peut l'écrire m L-1. Donc, on remplace ici. Donc, vous voyez, on va simplifier par m. Il reste racine carrée de L au carré T-2. Donc, c'est la racine carrée entre parenthèses LT-1, le tout au carré. Donc, égale LT-1. Donc, LT-1, c'est la dimension de la vitesse. Vous voyez, donc, on a montré que les deux membres de cette relation ont la même dimension. Donc, la relation est homogène. Les deux membres de la relation ont la même dimension, donc la relation est homogène. Maintenant, on va passer à la question suivante. Voilà la question. Voilà. 4.2. La corde est-elle un milieu dispersif? Justifier la réponse. Donc, ici, il faut savoir la définition d'un milieu dispersif. Un milieu dispersif, c'est un milieu dans lequel la célérité ou bien la vitesse de propagation de l'onde dépend de la fréquence. D'après l'expression de V, vous avez ici V ne dépend que de F et de mu. V ne dépend pas de la fréquence. Il n'y a pas de fréquence dans cette relation. Donc, la vitesse V dépend seulement de F et de mu. Donc, il ne dépend pas de la fréquence. Donc, la corde est un milieu non dispersif. Voilà la réponse. D'après l'expression V égale racine carrée de F sur mu, la célérité ne dépend pas de la fréquence. Il dépend seulement de F et mu. Donc la corde est un milieu non dispersif. C'est simple. Maintenant, la question suivante. 4.3. On double la tension F de la corde. On utilise une tension F' égale à 2 fois F. Bien sûr, d'après cette expression, la célérité ou bien la vitesse de propagation dépend de la tension. On a changé la tension, effectivement, la vitesse va changer. Sans modifier ici la fréquence, on va travailler avec la même fréquence. Déterminer dans ce cas la longueur d'onde lambda prime. Donc, puisqu'on a modifié la tension, bien sûr, on aura une nouvelle vitesse. Bien sûr, dans ce cas, on a fixé la fréquence de l'onde. On va voir comment déterminer l'expression de la nouvelle longueur d'onde lambda prime. Donc, la correction. Voilà. La tension de la corde est devenue F' égale à 2F. On a doublé la tension de la corde. Donc, la célérité, bien sûr, il va changer. Il devient V' égale racine de F' sur mu. On n'a pas changé le mu d'après l'énoncé. D'autre part, on sait que V' égale à lambda prime fois la fréquence. On n'a pas changé la fréquence. Donc, V' égale lambda prime fois N. Donc, lambda prime N, c'est-à-dire V égale ceci. Donc, ceci égale ceci. Donc, lambda prime N égale à racine carrée de F' sur mu. Donc, lambda prime N égale racine carrée F' sur mu. Donc, lambda prime N égale la racine carrée de 2F sur mu.
Donc, on va sortir la racine de 2. On obtient lambda prime n égale à racine de 2 fois racine de f sur mu. Donc, vous voyez, on retrouve ici la vitesse de la première question. Hein. La racine de f sur mu, c'est le petit v qu'on a déjà calculé. Donc, lambda prime égale à n égale racine de 2 fois v. Or, le v n'est autre que lambda fois n. Le premier lambda avant de doubler la tension. Donc, le petit v, c'est lambda fois n. Donc, on aura finalement lambda prime n égale racine de 2 fois lambda fois n. On simplifie par n. Donc, on obtient lambda prime égale racine de 2 fois lambda. L'application numérique, lambda prime égale, etc. 56,6 cm. Donc, voilà. C'est bien terminé. Donc, bon courage et à bientôt, Inch'Allah.